Donc, quel sens on peut donner à ça? Sachant que, vous voyez, déjà rien que si vous regardez ça, on peut constater en premier lieu, c'est quand même très autocentré comme usage. Mhm. Ça, et chez les étudiants, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au fond, on a quelque chose de très classique, parce qu'on a eu exactement la même chose lorsque les outils bureautiques, oui, Viviane, t'étais pas née, mais lorsque les outils bureautiques sont sortis, on a exactement eu la même chose. C'est-à-dire, c'était une utilisation pour soi. Mais par contre, utiliser un traitement de texte pour comment dire, construire une pensée, la notion de plan, etc. Ouh, là, il a fallu des années. Ben, ça, c'est un peu pareil ce qui se passe, hein. Parce que, comment dire, le renouvellement générationnel des profs, pas d'un point de vue biologique, mais d'un point de vue mental, pratique, identité, etc., c'est pas simple parce que le métier d'enseignant est un métier d'héritage. Très souvent, alors je ne vais pas vous poser la question, je n'ai pas de réponse, qui dans votre famille est enseignant? Moi, personne. On n'allait pas à l'école, donc c'était plus simple. Donc, l'idée, c'est, non, mais donc, l'idée, c'est essayer de comprendre ça. Essayer de comprendre ça, c'est de se dire, mais au fond, euh, comment, du côté des possibilités, comment les possibilités, comme je vous disais tout à l'heure, nous aident à comprendre. Donc, on va essayer rapidement de voir un peu quelles sont les ressources. Alors, déjà, comment dire, il y a, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment, moi, la perception en tant qu'enseignant, j'ai de l'utilisation que peuvent avoir les étudiants de ces outils-là, comment je l'aperçois. Ça va faire partie, si vous voulez, du développement de mon rapport aux outils. En clair, si j'ai une perception positive, c'est une hypothèse, après on est en train de voir avec les groupes de discussion, mais on a 34% des personnes qui perçoivent positivement l'utilisation de ces outils. Ça veut dire que percevant cette dimension positive dans l'usage auprès d'étudiants, ça amène, et on le voit, les personnes qui disent ça ont certaines utilisations plus ciblées des outils que ceux qui ne disent pas ça. OK. Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail de tout, mais ce qu'il y a derrière ça, ce que je veux mettre en évidence, c'est que d'un point de vue interne, c'est-à-dire que la perception, l'acceptabilité qu'ont les personnes enseignantes des usages que peuvent faire les étudiants de ces outils-là, va en quelque sorte participer comment dire, de leur dynamique capacitante, c'est-à-dire de leur dynamique de développement d'usage, de pratique des outils d'IA dans l'exercice de leur profession et de leurs activités pédagogiques. Alors, ce qui est intéressant au fond, je ne sais pas si vous vous souvenez, est-ce que je suis allé vite, mais les raisons qui font que que les enseignants utilisent au fond, c'est à peu près les mêmes choses qu'ils acceptent du côté des étudiants. Au fond, on est sur une forme de mimétisme, etc., qui renforce le fait qu'au fond, oui, ce qui est bon pour moi peut être bon pour eux, mais on ne voit pas ce qui peut être bon pour tous les deux. Vous voyez, au fond, c'est chacun qui est dans sa traque, dans son utilisation des outils et qui peut peut-être nous questionner un peu. Alors, ce que on se rend compte également que du côté des ressources internes, c'est des caractéristiques internes des personnes, on retrouve, là c'est un signal un peu faible mais qui est présent quand même, on retrouve quelque chose qui est, moi ça fait un certain nombre de décennies que j'observe ça, au fond la question de la maturité pédagogique sur l'utilisation des outils. C'est comme si pour faire usage de certains outils, il fallait que les personnes aient déjà acquis un certain niveau de pratique, d'expertise dans le métier pédagogique, de façon à pouvoir trouver, comment dire, la forme d'usage la plus appropriée à leur pratique. Donc, on voit que du côté des éléments qui participent au développement des pratiques, il y a, comment dire, ce qu'on appelle la maturité pédagogique, mais il y a également, si vous voulez, la question de l'âge avec, comment dire, des questions aussi de maturité et de confiance dans l'exercice du métier. On pourra revenir là-dessus, mais ici, bon, je sais que je vais vite, hein, mais une utilisation, quand on croise l'âge et l'ancienneté dans la profession, on va se retrouver dans le fait que les plus fortes, les pourcentages les plus importants d'utilisation sont chez les personnes qui ont entre 10 et 15 ans d'ancienneté et 30 et 40 ans. Et quand on regarde dans d'autres graphes et dans d'autres analyses, on voit au fond qu'on a des utilisations qui évoluent, comment dire, du début comment dire, jusqu'à 15 ans d'exercice d'activité, puis après, on va avoir une baisse, et bien sûr, pour les personnes qui s'approchent
comment dire, d'une transition professionnelle, les usages vont être différents. Et bien sûr, il y a des variations disciplinaires. Ici, au fond, c'est pour exprimer le fait que la répartition des réponses est différente en fonction des disciplines. Par exemple, pour améliorer la syntaxe et reformuler le texte écrit, eh bien, cette utilisation-là est plus présente comme étant un élément qui va comment dire, favoriser l'acceptation de l'utilisation de ces outils-là par les profs chez les étudiants, par exemple en faculté de sciences humaines, et beaucoup plus faible, en quelque sorte, en génie. Non pas qu'en génie, on n'écrit pas, hein, mais c'est que le rapport à la langue, le rapport au texte est différent. Donc, on va retrouver derrière ces éléments-là les effets disciplinaires. Bien sûr, ce qu'on va retrouver également, c'est la prescription parmi les ressources externes, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que l'enseignant va utiliser ou pas la prescription étudiante. Vous voyez que ici, ah oui, j'ai pas mis. Ici, on a en faculté de sciences d'administration. Ici, on a en faculté de musique. Voyez les pourcentages, bon, les répondants, le nombre d'utilisateurs, le nombre d'utilisateurs d'un côté. Donc, pour dire quoi? Ça pour dire que également le fait que les étudiants utilisent plus ou moins va avoir une incidence sur le rapport des personnes enseignantes à l'intégration de ces outils-là. Mais qu'est-ce qui fait que les personnes utilisent ou n'utilisent pas ce qu'on appelle les facteurs de conversion? Eh bien, il y a principalement les préoccupations éthiques qui sont énoncées. Principalement ces préoccupations éthiques, sans forcément savoir ce qu'il y a derrière l'éthique, hein. Peut-être 6 minutes quand même, hein. Moi, j'ai ça aussi, hein. Là, tu es en train d'essayer de me... Et puis, bien sûr, avec les éléments autour de manque de formation, enfin, je vous laisse... L'idée, c'est qu'on arrive à repérer qu'est-ce qui fait que, quand bien même pourrais avoir le goût, le désir de me dire, faut y aller, mais qu'est-ce qui fait que je ne vais pas convertir ce désir en action? Parce que, entre autres, il y a des préoccupations éthiques. Et puis, il y a quand même un petit pourcentage de résistance étudiante qui est évoqué. Et quand on regarde, quand on fait un petit zoom sur les domaines, bah, peut-être que ça va vous étonner ou pas, mais c'est davantage, on va trouver ça principalement en faculté de philosophie. On peut expliquer, hein, des choses comme ça. Donc, ce qui va participer aussi, développer le désir d'usage, c'est le fait de la présence d'un cadre d'usage. Mais le cadre d'usage, ce n'est pas les grands principes auxquels vous participez peut-être au niveau de vos établissements. Ce qui est attendu dans les cadres d'usage, ce sont les cadres d'usage de proximité et de confiance. Il n'y a pas un cadre d'usage global. Il y a un cadre d'usage en médecine, ce n'est pas le même que le cadre d'usage en foresterie. Ce n'est pas le même que le cadre d'usage euh, à la faculté de sciences d'éducation, à Londres, puisque nous y sommes. Donc, tu es en train de me dire que... Ah oui. Ensuite, qu'est-ce qui fait que je choisis d'utiliser? Donc, on a vu qu'est-ce qui pouvait me donner le goût d'utiliser, mais qu'est-ce qui fait que je choisis d'utiliser? Au fond, ce dont on se rend compte, c'est que les utilisations, c'est-à-dire que je vous ai présenté tout à l'heure assistante à la rédaction, génération de texte, etc., sont liées aussi à la maturité. Et c'est pas étonnant, vous allez me dire, bah oui, c'est que, au fond, la génération d'exemples et d'exercices est beaucoup plus présente chez les personnes qui n'ont pas encore leur stock d'exercices, etc., c'est-à-dire chez les moins de 30 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut poser des actes de formation, de développement de compétences, de savoir, etc., dans une population enseignante, ça va être important de prendre en compte aussi tous ces éléments-là. Parce que les attentes, au fond, derrière, c'est pas forcément la formation à l'outil, non, c'est l'exercice du métier qui est au cœur de l'action. Et là, il ne faut pas se tromper de combat. Bien sûr, il y a des utilisateurs. Alors, on va dire que ça. Ce qui fait aussi que je vais, comment dire, inscrire ce travail-là, enfin, la mobilisation de ces outils-là, que je vais faire le choix de les faire reconnaître dans. Faut que je recommence parce que Serge vient d'arriver. Euh, comment dire ces facteurs de choix? Je vais y arriver. Comment, en fond, je vais passer de la possibilité à l'action réelle, la mobilisation réelle de ces outils-là, dont je vais faire mention dans les plans de cours, etc., etc. Eh bien, l'un des éléments qui va participer, par exemple, au choix ou au non-choix, c'est la perception de la dépendance pédagogique. C'est-à-dire la crainte que, je veux dire, il y a ce qu'on appelle une déresponsabilisation cognitive, c'est-à-dire un désengagement, et notamment avec des effets de dépendance, on a travaillé un peu ça avec Valérie, et également des effets de procrastination qui sont liés à ça. La question qui est posée, au fond, mais y aura-t-il toujours des apprentissages?
Il reste une minute, Oui, c'est ça? oui, seulement. Donc, il y a d'autres éléments hein, qui ressortent. Je vous fais pas. Vous voyez qu'il y a de la donnée. Hein. Puis là, c'est que sur 522, je vous ai dit 10 000. Hein. Et je ne suis pas né à Marseille. Je n'ai jamais habité à Marseille. Donc, on sait qu'il y a une proportion exagérée. Donc, ce qu'on essaie de voir, au fond, c'est aussi comment il y a des perceptions sur les incidences négatives, à la fois sur l'apprentissage, sur l'enseignement, qui participent du facteur, du fait de ne pas choisir de le faire. Vous pouvez les former, vous pouvez mettre en place des outils, etc. Non, ça va participer, vous voyez, pour 13 à 20% des personnes. Non, non, parce que moi, je ne pense pas que ça va apporter quelque chose. Bien sûr, ça peut se traduire par des valeurs pédagogiques, par etc., etc. Mais derrière ça, c'est, comment dire, cette perception profonde de perte de temps d'un investissement pédagogique. On y va pour la minute. Mais on ne peut pas conclure tout ça. Mais ce qu'on peut dire quand même de tout ce travail-là, c'est que de ce qui participerait du développement des pratiques d'utilisation par les personnes enseignantes des outils d'IA générative dans le quotidien pédagogique, parce que je pourrais vous parler de la recherche aussi, mais je ne l'ai pas fait là, c'est d'avoir vraiment des cadres d'usage de confiance de proximité. Ça, c'est vraiment un truc. Enfin, il y a des établissements qui ont fait des grandes balises. Là, c'est également, comment dire, en fonction des valeurs pédagogiques des uns et des autres, et qui sont très variables sur un campus, qui sont très variables également parce qu'il y a une évolution pendant la carrière, et également, bien sûr, des compétences. Des compétences qui ne sont pas uniquement les compétences du comment utiliser, mais davantage, je l'ai revu, mais davantage des compétences qui sont fondées sur le quand utiliser. Et ça, c'est quelque chose qui amène à une vraie réflexion, puis c'est ça aussi qui nous amène aux dimensions éthiques. Et ce qui ressort de tout ça, c'est que, ben, bien sûr, il y a une problématique d'alignement pédagogique qui se pose, que l'on connaît tous. Mais à la fois, comment intégrer ces outils-là pour qu'ils soient autres que l'hypothèse cognitive, c'est-à-dire ce que, si on reprend Bandura de tout à l'heure, c'est le même, hein, c'est quand il parle d'agentivité par procuration. Ben, au fond, c'est ça, la prothèse va faire à notre place, etc. L'idée, c'est vraiment de se dire, et on le voit bien, certains enseignants le disent aussi dans les groupes de discussion, comment on va vers un tiers éducatif, c'est-à-dire un acteur de la relation triadique pédagogique qui n'est plus une diade, mais qui est une triade, et qui va participer, comment dire, à une dynamique d'apprentissage, mais pour laquelle il faut revenir aussi sur les niveaux d'apprentissage, puis aussi savoir quel est le lien que l'on fait entre l'utilisation de ces outils-là et le développement des fonctions exécutives? L'idée, c'est que si on n'a pas une conscience, et on le voit bien, les enseignants le disent, si c'est uniquement pour faire l'automatisation des tâches, c'est une chose, mais n'attendons rien de cela, si ce n'est que ça aille plus vite. La question que je pose toujours, qu'est-ce que vous faites du temps gagné? Mais ça, c'est un autre truc. Et tout ça, bien sûr, c'est dans ce contexte de l'environnement où et ça, c'est quelque chose que parfois, et je terminerai là-dessus, c'est qu'on a du mal un peu à appréhender. C'est que l'approche que moi, à laquelle je participe du développement des pratiques, c'est une approche qui est très marquée par la biologie. Bon, pour ceux qui connaissent Varela, tout ça, bon, bref. Mais au fond, c'est que beaucoup de gens ont envie de changer parce que dès lors où il y a une perception de mieux-être, parce que globalement, l'être humain a envie d'aller bien. D'accord? Mais l'idée, il faut bien comprendre que, en fait, il y a deux phénomènes. C'est à la fois le fait que ce que je vais faire, c'est-à-dire aller vers autre chose, c'est me mettre en mouvement. Et se mettre en mouvement, déjà, dans un premier temps, c'est maintenir son équilibre homéostasique, c'est-à-dire son équilibre interne. Vygotsky dit rien d'autre de plus que ça quand il parle de sa zone proximale de développement. Mais l'enjeu qui est là aujourd'hui, c'est ce fameux équilibre osmotique, c'est-à-dire la cellule, vous vous souvenez, secondaire 3, parce que la semaine dernière, j'ai appris que c'était au secondaire 3. Si c'est pas ça, c'est pas grave, j'ajusterai. Mais au fond, il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Et ce que l'on voit apparaître là actuellement, c'est deux choses qui risquent de déséquilibrer, en tout cas qui viennent perturber l'équilibre. C'est la question de l'injonction et la question de la légitimation. L'injonction, c'est-à-dire cette perception qu'il faut absolument aller. Mais la question de la légitimation, est-ce que en utilisant ces outils-là, est-ce que je continue toujours à répondre aux exigences, aux valeurs et à l'identité enseignante? Merci.
On vient de faire 3 minutes. Merci. Oui, merci Didier. Passons à la période des questions, justement. Oui, moi j'ai une question. Ça, très intéressant, mais surtout que le modèle que vous mobilisez, je connais bien, puis ça me parle beaucoup. Donc, ma question serait, si vous aviez, si vous pouviez trianguler vos 10 000 questionnaires avec peut-être pas 10 000, mais une centaine d'analyses des prompts et des utilisations réelles de l'IA, avec quel modèle est utilisé? Comment pensez-vous que... Est-ce qu'il y aurait un écart, premièrement, ce que vous avez observé? Et Ben, enfin, je sais pas dire qu'il y aura un écart ou pas. La seule chose, c'est que ça viendrait compléter. en fait, ma question vient du fait qu'hier, ben, Anne-Louise, quand elle Oui. présenté ses défis, elle a réalisé quand ce que les gens disaient de ce qu'ils faisaient Ah, et ben, ce que bien les gens sûr. faisaient réellement, il y avait un grand Ah, écart. mais ça c'est toujours, mais même, c'est pas parce que le prompt n'est que l'expression de ce qu'ils pensent vouloir faire. C'est pas forcément ce qu'ils font. Oui, exact. Donc, pour faire ça, il faut vraiment être dans des observations participantes avec des entretiens Exact. explicitation, merci. Et je Faut pense que vraiment l'observation reprendre, des prompts oui, utilisés au mais quatre moments. c'est ça, il faut vraiment reprendre la démarche, enfin, de l'analyse économique de l'activité. Parce que tout ça, c'est ça, hein. De toute façon, le cas de Fernagus, c'est l'analyse de l'activité, hein. C'est Rabardel au départ, c'est très Vygotskyien, c'est très piagétien, mais aussi brunérien, enfin, etc., etc. Mais l'idée, c'est pour arriver à ce niveau de détail, là, on va le faire avec ben, il y a une thèse, celle d'Évariste, qui va. Donc, il fait ça, mais pour des étudiants au troisième cycle. Et là, ça va être vraiment l'analyse, enfin, les observations en situation réelle de prompt et d'explicitation du pourquoi, du comment, blablabla. Parce que j'ai l'impression quand même que les gens sont gênés de répondre pourquoi ils l'utilisent véritablement. Ben, nous, non. Ben, moi, je peux te dire, sérieux, dans les entretiens, ils ne se gênent pas, hein. Hein? Ah oui, 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 heureusement que ça le dit, mais non, ils ne se gênent vraiment pas. Non, non, il n'y a pas cette gêne-là, faut. Non, non. Je suis surpris quand même de ne pas voir des réponses du genre écrire une demande de subvention, corriger un... Ah là, ça, c'est des profs dans la fonction pédagogique, hein. Ok. Oui. Ah oui, mais alors, on pourrait y aller sur la demande et les articles, etc. Ça, je peux te refaire 20 minutes, là, si tu veux. Je pense qu'il y aurait plus d'enjeux de mentionner les usages Non. pour une subvention. Ah Non? non, non, ah non, je peux vous dire que non. Moi, j'ai des exemples. Enfin, je ne nommerai jamais personne, même les bras ou la tête sous la guillotine, je sais pas. Mais un petit doigt, non, non, ça, Non, non. Ah non, non, je peux vous. Oui, oui, j'ai des beaux exemples. Parfait. On aurait le temps pour une dernière question. C'est bien licencié. Comme dit avant, je vais merci beaucoup pour votre présentation. C'est pas intéressant. C'est aussi intéressant de parler de Vygotsky en lien avec l'IA, puisque pour sa théorie, c'est vraiment le cœur du développement, c'est l'interaction avec l'autre, avec un être humain. Donc, sa zone de développement proximal, ça parle de ça. Donc, c'est cette zone entre ce que je suis capable de faire moi-même et je suis capable de faire avec l'aide de quelqu'un d'autre. Donc, de l'introduire, de l'expliquer de cette façon, c'est fort intéressant. Donc, pour vous, l'IA, c'est comme un substitut de l'autre dans cette Non, non, non. perspective. Non, non, c'est pas du tout un substitut de l'autre. Ça, c'est ce que vous croyez. Ok. Mais ce ne sont que des programmes. Or, Julien n'est pas un programme. C'est tout ce que je voulais dire. Parce que, par contre, c'est la notion de tiers éducatif, c'est ce tiers, au fond, qui m'amène à la réflexion. Mais sans, comment dire, qui m'amène à la réflexion sans le renforcement narcissique que produit l'IA. L'IA vous dit vous êtes le plus beau, ou la plus belle, excusez. Je veux bien me dire, oui, faut être multigente, hein, jeune fois. Donc, mais ça vous renvoie ça. Donc, et toute cette dimension-là, c'est ce qui crée aussi les illusions, c'est ce qui crée les fausses émotions, c'est ce qui crée blablabla. Je pensais que c'était là. Je m'excuse, je pensais que c'était dans Excusez-moi, je suis obligée de vous Oui, interrompre c'est ça. parce qu'on a déjà dépassé le Oh oui, temps pardon. de 6 Mais on en minutes. reparle. Mais on en reparlera à la Merci. pause. Merci. Très Ouais, passionnant. je me rappelle. Donc, reste avec nous. Alors, la prochaine présentation, intitulée Utilisation des robots conversationnels en conception pédagogique,
une revue rapide de la littérature sur les défis et les opportunités sera présentée par Mme Fatou Tseng de l'Université d'Ottawa. Merci pour la présentation. Donc, je m'appelle Martha Jousset, je suis conceptrice pédagogique, mais aussi doctorante à l'Université d'Ottawa et comme l'a si bien dit Valérie, je vais présenter sur le thème suivant, robot conversationnel en conception pédagogique, opportunités et défis. Donc, d'après plusieurs chercheurs, dont Chen, les outils d'IA générative offrent des possibilités infinies en éducation. Pour certains chercheurs, ces possibilités concernent notamment la personnalisation de l'apprentissage, mais je me suis rendu compte qu'il y a très peu d'études en réalité sur les opportunités et les défis de l'utilisation de ces outils en conception pédagogique. Je me suis alors posé deux questions de recherche. Premièrement, quelles sont les opportunités de l'utilisation des robots conversationnels en conception pédagogique? Et également, quels en sont ces défis? Pour répondre à ces questions, j'ai effectué une revue rapide de la littérature qui est définie selon Trifot et collaborateurs comme étant une forme de synthèse des connaissances dans laquelle certaines composantes du processus de revue systématique sont simplifiées ou omises afin de produire l'information dans des délais rapides. Donc, je me suis essentiellement intéressée aux articles qui sont parus dans des revues éducatives en anglais entre les années 2022 et 2025. Et après avoir identifié à la base 56 articles, 22 au total ont été retenus. Donc, et là, je vais peut-être vous expliquer les opportunités et les défis les plus prépondérants dans la littérature. Donc, parmi la première opportunité qu'on peut mentionner, c'est que ces outils permettent la conception accélérée de contenus pédagogiques, un peu comme ça a été énuméré aussi dans la présentation précédente. On peut, avec ces outils, générer rapidement des plans de cours, des objectifs pédagogiques, des activités pertinentes. On peut aussi demander à l'outil de nous proposer des ressources. Certains l'utilisent même pour la création de ressources multimédia comme des images, des vidéos ou de l'audio. Rapidement, parce qu'on considère qu'en utilisant ces outils d'IA générative en conception pédagogique, ça s'apparente au modèle de prototypage rapide, puisqu'on génère en quelque sorte un premier brouillon qu'on raffine au fur et à mesure. Ce qui, d'après plusieurs chercheurs aussi, permet de réduire considérablement la charge de travail pour la conception d'un cours, par exemple. On parle également, ce qui est intéressant, de ces outils comme étant des outils de soutien à la créativité pédagogique, puisque, par exemple, dans l'outil de Zerkowski, lorsqu'il a interviewé, ou plutôt questionné les professeurs de son université, a constaté que 83% d'entre eux utilisaient ces outils pour générer de nouvelles idées. Et Kuma nous donne aussi des exemples de types d'idées qui sont générées avec ces outils, toujours des idées d'objectifs pédagogiques ou d'activités plus engageantes. On nous parle de partenaires de remue-ménage, de brainstorming partner. Pour d'autres encore, on parle d'instigateurs de créativité, notamment pour chercheurs. Ces outils permettent aux enseignants d'être beaucoup plus créatifs. On parle aussi de personnalisation, d'adaptation et d'accessibilité du matériel pédagogique. Donc, on l'a mentionné, ces outils permettent notamment de personnaliser le matériel par exemple, aux intérêts des apprenants, de personnaliser le contenu aussi à des contextes spécifiques. En adaptation, on peut ajuster la complexité du matériel selon différents niveaux, donc débutant, intermédiaire ou avancé. On peut aussi l'utiliser pour expliquer le contenu en fonction de différents rôles. Ça a été utilisé, par exemple, dans la recherche de Tranéal où un ou une enseignante a pris un même contenu et a demandé à l'IA générative de l'expliquer en prenant le rôle d'un ami, d'un enfant de 5 ans et d'un influenceur, donc un TikToker. Tout ça pour donner accès finalement au même contenu de différentes manières aux étudiants, en plus de pouvoir traduire le matériel en plusieurs langues. Ce qui était aussi intéressant, c'est que cette adaptation n'est pas juste faite avant le cours, avant de donner le cours, mais aussi certains l'avaient utilisé
pendant le cours, donc pour adapter le contenu en quelque sorte en temps réel également pendant leur cours. En ce qui concerne l'accessibilité, là, c'était plus relativement en cours en ligne. Avec ces outils, on peut générer des transcriptions, des alt textes, donc des descriptifs d'images, et on peut aussi demander à ces outils de proposer des stratégies pédagogiques pour rendre les cours en ligne beaucoup plus accessibles. Ces opportunités ne viennent pas sans défis. Parmi les défis énumérés, le manque de fiabilité du contenu généré, notamment, vous connaissez bien les hallucinations, le contenu est souvent incorrect, les citations sont forgées. Certains d'entre vous êtes étudiants au doctorat ou même si vous êtes professeur, on peut vous proposer des faux articles, mais avec des vrais chercheurs, mais des faux DOI. Donc, vous voyez un peu la complexité. Tout ça a l'air très vrai, tout en étant complètement faux. Il y a également un manque de transparence sur les données d'entraînement. Donc, les outils d'IA génératifs sont incapables de nous fournir les références pour le contenu généré, là, plus particulièrement ChatGPT, ce qui rejoint aussi la question des droits d'auteur. Il y a des biais dans les données, que ce soit des biais relatifs au genre, à l'origine ethnique ou encore à la classe sociale, ce qui, pour certains chercheurs, entraîne des représentations erronées. Et finalement, le contenu généré également par l'IA est souvent basé sur des théories qui sont réfutées. Et un exemple qui est donné par Stéphaniak et Moore sont les théories des styles d'apprentissage qui reviennent souvent dans le contenu qui est généré dans ces outils. Les chercheurs parlent également d'une incompréhension du contexte, puisque, par exemple, ChatGPT produit du contenu qui est généralisé, qui ne prend pas en considération les contextes particuliers, plus particulièrement les réalités socioculturelles et les éléments contextuels spécifiques relatifs aux étudiants et à leur environnement d'apprentissage. Et une des raisons potentielles à ça, qui est énumérée dans la recherche, c'est que l'outil adopte une perspective qui est occidentale et d'après même certains chercheurs tels que Risto et Vallès, même le cadre historique par défaut de ces outils est également un cadre historique occidental. On ne peut pas parler d'IA générative sans parler également de l'enjeu de la sécurité et de la protection des données. Les données peuvent être compromises puisque nos données sont même utilisées finalement pour entraîner les modèles. Il y a un potentiel de collecter des données sensibles personnelles sans consentement, ce qui soulève aussi les inquiétudes quant au respect des réglementations sur la protection et le traitement des données des étudiants. Pour conclure, peut-être il y a une des solutions qui est quand même énumérée dans la littérature par rapport à ces défis, c'est vraiment d'adopter une approche centrée sur l'humain. On mentionne que la pensée critique, par exemple, pour Chen et collaborateurs, pour Chai et collaborateurs, la pensée critique doit être maintenue en utilisant ces outils. On nous parle de l'importance aussi de l'expertise humaine pour notamment évaluer la fiabilité et la pertinence du contenu. Par exemple, aussi, comment les collaborateurs spécifient que son contenu-là doit non seulement être révisé, vérifié, corrigé et même amélioré. Et Bolick et Da Silva, eux, vont jusqu'à dire que cette expertise humaine est nécessaire pour même écrire des prompts pertinents qui, eux, vont à la fois générer aussi du contenu pertinent. Tout ça nous amène à en quelque sorte repenser les rôles des concepteurs pédagogiques. Quels seront les nouveaux rôles de concepteurs pédagogiques à l'ère de l'IA? Une vision qui a été partagée, bon, quand même, il y a 2 ans, en 2023, par Chen, pour dire que plusieurs rôles vont émerger en conception pédagogique suite à l'utilisation de l'IA générative. Par exemple, concepteur de chatbot éducatif ou encore spécialiste des technologies d'IA qui, lui, créerait des ressources d'apprentissage variées à l'aide des outils d'IA ou encore assisterait le corps enseignant et les étudiants dans l'utilisation de ces outils. Et ce qui est intéressant, ça fait juste 2 ans, mais on se rend compte qu'on est presque déjà là. Et donc, pour moi, la prochaine étape,
Cette revue rapide de la littérature, c'est surtout pour avoir une vue d'ensemble de ce qui se fait, mais de connaître aussi quelles sont les opportunités et les défis de l'utilisation de ces outils en conception pédagogique. Et la prochaine étape, c'est mon projet de recherche doctorale qui porte sur la modélisation d'un robot conversationnel pour soutenir le développement professionnel des concepteurs pédagogiques en début de carrière. Donc, voici ici les références que j'ai utilisées et je vous remercie. Nous sommes à la période de questions. Y a-t-il des gens qui ont des questions? Je vais en train de faire des questions un peu plus touffues, parce que la communication est un petit peu juteux finalement. Oui? J'aimerais savoir votre avis sur, ben, bravo pour la présentation, c'était vraiment intéressant. J'aimerais savoir votre avis sur, est-ce que vous pensez que les outils d'intelligence artificielle vont aider à, dans le fond, à développer le matériel pédagogique pour les milieux qui sont plus défavorisés, ou si au contraire, ça va creuser un écart parce qu'ils n'ont peut-être pas accès à ces technologies-là, puis à apprendre, parce qu'on sait que, bon, là, on parle beaucoup de transformation numérique, là, mais dans 20 ans, on n'en parlera plus parce que les enfants vont avoir grandi avec ça. Donc, est-ce que ça va aider les milieux défavorisés, ou il peut avoir un côté pernicieux aussi, qui n'auront pas accès à cette éducation-là? C'est une bonne question. C'est vrai que déjà, juste dans les études, certains comparent ChatGPT 3.5, ChatGPT 4.0. Donc, ils disent que le résultat, ils ont en tout cas pressenti que le résultat n'était pas le même. Donc, déjà, il y a une certaine inégalité. Donc, si je paye, j'ai droit à un meilleur GPT et donc qui va générer des meilleurs résultats que si je dépends, par exemple, d'un GPT gratuit qui, lui, va générer bien sûr des bons résultats quand même, mais des moins bons résultats et peut-être avec plus même de bugs techniques. Est-ce que ça va aider? C'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait creuser parce que si on parle des biais, on peut se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas des biais envers ces communautés défavorisées dans le système? Je veux dire, créer, oui, d'être plus inclusif, c'est vrai, mais d'être plus inclusif avec des outils qu'on sait qui génèrent des biais. Je pense que c'est une excellente question. Je ne saurais pas y répondre, mais peut-être, en tout cas, il faudrait bien spécifier ça dans le prompt, peut-être donner des référentiels particuliers pour aider à ça, mais aussi, surtout, vérifier puis revérifier l'information pour s'assurer que ça correspond à ce dont on a besoin. Parce qu'en même temps, tu sais, je me dis, dans les milieux défavorisés où les enseignants n'ont pas nécessairement de financement pour faire du matériel pédagogique, ben là, ça peut être intéressant d'avoir l'IA générative. Mais d'un autre côté, c'est ça, il y a comme l'envers de la médaille de, bon, ben, je vais avoir le chat GPT qui va peut-être être moins bon, ou les enfants n'ont peut-être pas accès à l'éducation sur les logiciels. C'est une bonne question et je pense que c'est inévitablement quelque chose sur lequel nous, éducateurs, on doit se pencher. Merci. Je pense qu'on a une petite dernière question. Le rôle, le rôle des concepteurs pédagogiques. Donc, tu as cité 2023, et puis je comprends parce que c'était là. Oui. Mais d'après tes observations, où est-ce qu'on s'en va? Ah, mais ça date de 2023, mais on est un peu là. Mais moi, je sens quand même Où est-ce qu'on se projette? beaucoup d'inquiétudes. C'est difficile de se projeter parce que même moi, dans ma pratique, j'utilise pas vraiment ces outils. Je les utilise pour tester de mon côté, mais dès qu'on parle d'IA générative, c'est comme tout le monde panique. Non, nos données, comment ça va se passer? Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de barrières. Il y a beaucoup de barrières à franchir, même si on est un enthousiaste peut-être d'utiliser ces outils, mais les barrières viennent peut-être de nos directions, voilà, ce qui nous empêche finalement d'utiliser ces outils réellement en conception pédagogique. C'est moi qui vous remercie.
Alors, la prochaine présentation, intitulée Développement professionnel des personnes enseignantes à et avec l'IA, une recherche qualitative sur l'utilisation d'un système d'IA pour assister le personnel enseignant. Donc, une présentation de Viviane Valrand et de Christine Ahmed de l'Université Laval. Oui, alors bonjour tout le monde. Bien contente de vous retrouver de ce côté-ci de la salle. Aujourd'hui, je vous présente le début de mon projet de recherche de thèse parce que oui, ça m'arrive, j'ai un peu de temps à avancer ça au travers des différentes activités que je fais pour le VIA. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore commencé ma collecte de données, donc je suis très ouverte à tout commentaire ou rétroaction par rapport à la méthodologie et surtout le cas théorique que je vous présente aujourd'hui. Alors, le titre va comme suit, mais je l'ai intitulé Edu-IA et je remercie Copilote qui m'a aidé à brainstormer en lien avec l'acronyme suivant. Donc, Didier, tu pourras ajouter ça à ton sondage, l'utilisation des étudiants-chercheurs, qu'est-ce qu'ils font avec l'IA. Donc, Edu-IA, c'est simplement parce que je trouve que c'est un peu moins intimidant que le titre au complet quand je vais le présenter à mes participants enseignants. Donc, enseignement et développement par l'usage de l'IA. Mais en gros, je m'intéresse vraiment à comment l'IA peut soutenir et dans quelle mesure le développement professionnel des enseignants. Et ça va être une recherche qualitative. Aujourd'hui, je vous rappelle un peu la problématique par laquelle je suis passée. Mon but et mon objectif, mes objectifs de recherche. Par la suite, je vous présente le cas théorique qui sera utilisé et la méthodologie, tout simplement. Donc, pour la problématique, je me suis dit que j'allais vous le représenter sous le schéma d'un casse-tête. Donc, ça, on y va globalement du côté de la problématique sociale. Problématique sociale, oui. Merveilleux, ça fonctionne. Première chose qu'on remarque, c'est qu'au niveau du développement professionnel, puis je vous rappelle, le développement professionnel, c'est cette notion selon laquelle, pour permettre à un enseignant de s'améliorer tout au long de sa pratique, c'est de lui permettre d'assister à différents moyens, dont les dispositifs de formation, comme on pense à une communauté de pratique, on pense à de l'auto-formation ou encore une formation asynchrone qu'un enseignant pourrait suivre. Et on constate qu'il y a de plus en plus d'investissements de la part de différentes organisations et gouvernements en développement professionnel des enseignants pour leur permettre de soutenir, améliorer ou actualiser leurs pratiques de manière générale et même aller plus loin encore, les amener à développer leur propre identité professionnelle. Et on constate aussi au niveau de la recherche, ça c'est moins une problématique sociale, c'est un des moyens les plus efficaces pour permettre de préparer les enseignants lorsqu'ils font face à de nouvelles réalités. On pense notamment à l'arrivée de l'IA dans le domaine de l'éducation. On constate du niveau de l'IA, il y en a beaucoup été question la semaine passée à notre présentation, notre colloque, notre symposium, pardon, du CRISPA, mais aujourd'hui et hier, durant ce colloque-ci, il y a beaucoup d'enjeux pédagogiques qui sont soulevés quand on utilise l'IA de manière générale et également plusieurs éthiques. Je n'ai pas besoin d'aller trop en détail, mais ça suggère qu'il y a une nécessité de former nos enseignants à avoir une meilleure compréhension de ce que c'est l'IA et comment ils peuvent l'utiliser dans leur pratique. Toutefois, du niveau de la problématique scientifique, un autre élément qu'on remarque, c'est que la recherche sur le développement professionnel des enseignants à l'IA, c'est-à-dire comment ça fonctionne un système d'IA, mais aussi avec l'IA comme moyen pour leur permettre de développer différentes compétences professionnelles. Ce qu'on constate, c'est que c'est de la recherche qui est principalement quantitative. Donc, on s'intéresse à l'IA, certes, mais le problème, c'est que ça se fait surtout au niveau de est-ce que nos systèmes d'IA, ils sont fonctionnels et quelle est la perception des enseignants par rapport à l'IA. On s'intéresse moins à la partie qualitative, donc plus en nuances, qu'est-ce qu'il y en est, quels sont les usages réels par rapport aux usages qui sont nommés, par exemple, par les enseignants. Autre élément aussi constaté, c'est que cette recherche-là se situe à l'heure actuelle, surtout en sciences et technologies, mais c'est en train de changer peu à peu. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a moins de collaboration ou pas assez avec les sciences de l'éducation, ce qui explique pourquoi il n'y a pas nécessairement toujours une présence de cadres théoriques robustes propres aux sciences de l'éducation qui permettent de soutenir la recherche et également le développement des systèmes d'IA. Et finalement, on le sait que pour qu'on ait un dispositif fonctionnel, il faut intégrer des caractéristiques qui permettent d'améliorer la qualité du dispositif et qui permettent d'atteindre les objectifs du dispositif en question. Par exemple, si on a un dispositif qui dure 1 heure, par rapport à un dispositif qui se fait pendant une année complète à 6 reprises pendant 2 heures, on va avoir des effets plus intéressants pour le changement des pratiques des enseignants. Ça, c'est la caractéristique de la durée.
Lorsqu'on regarde l'usage de l'IA en termes de développement professionnel, on remarque que du côté de l'apprentissage actif, c'est très présent. Donc, l'IA est un moyen de soutenir et de personnaliser le parcours d'apprentissage des enseignants. Et même chose au niveau de la rétroaction. C'est un moyen pour donner de la rétroaction juste à temps, pour soutenir les formateurs qui n'ont pas nécessairement cette chance-là de le faire, surtout dans un contexte d'auto-formation ou de formation asynchrone. Toutefois, c'est intéressant de mentionner que la caractéristique de l'accompagnement est très peu mentionnée, ce qui peut suggérer de se poser quelques questions au niveau de la présence et aussi de la réflexion critique quant aux formateurs quand ils utilisent de l'IA. On parlait tantôt de la possibilité de l'obsolescence des formateurs. On essaie d'éviter cette façon de faire-là parce qu'on sait que la présence des formateurs a un effet positif sur le développement professionnel des enseignants, mais c'est très peu mentionné dans la littérature. Alors, on peut se poser la question, quel est le rôle du formateur dans l'accompagnement des enseignants? Même chose au niveau des modèles, on l'aborde plus ou moins, donc on présente peu d'exemples, de contre-exemples de l'utilisation adéquate et d'un cadre d'utilisation de l'IA. Ce qui m'amène dans tout cela à mon projet de recherche, qui va chercher à avoir comme pertinence sociale de surtout documenter quelles sont les bonnes pratiques pour permettre à un dispositif de bien former, de bien préparer les enseignants à l'usage de l'IA. Et au niveau de la pertinence scientifique, bien, comme vous l'avez constaté, ça sera de faire une recherche qualitative en utilisant un cadre théorique robuste pour être capable d'avoir une orientation plus approfondie de qu'est-ce qu'il en est au niveau du développement professionnel des enseignants. Donc, mon but, tout simplement, sera de décrire l'expérience d'apprentissage du personnel enseignant qui utilise un système d'IA pour soutenir leur développement professionnel. Donc, des enseignants qui ont suivi un dispositif pour leur permettre d'utiliser l'IA et de voir c'est quoi cette expérience d'apprentissage plus en détail. Pour ce qui est de mes objectifs, je ne vais pas vous les présenter tout de suite parce que je vais d'abord y aller avec mon cadre théorique. Ça va vous permettre d'un peu mieux comprendre pourquoi je suis arrivée à ces objectifs-là. Et là, c'est vraiment la partie crunchy de ma présentation. En tout cas, j'espère que ça va vous intéresser parce que c'est une théorie d'apprentissage qui s'applique aux enseignants, mais pas juste aux enseignants. Ça s'applique vraiment à l'ensemble des adultes et même des humains. Et je vous le présente, donc si jamais ça peut vous aider à réfléchir quant à cette grande question, quand on utilise de l'IA, est-ce qu'on apprend quelque chose? Donc, c'est la théorie d'apprentissage d'Hillery, c'est un chercheur danois qui est allé avec une approche non pas empirique, donc de voir et d'étudier les personnes comment ils apprennent, mais plutôt dans une approche théorique. Donc, il est allé regarder tout ce qui a été dit. On a parlé de Vygotsky tantôt, on a parlé de Piaget notamment. Mais lui, il est allé voir les grandes écoles de pensée en apprentissage. On pense au cognitivisme, au behaviorisme, au constructivisme, au socio-constructivisme. Et il a cherché vraiment à critiquer et à construire avec toutes ces écoles de pensée une théorie d'apprentissage qui est à la fois holistique, très organique, vous allez voir. Donc, la définition va comme suit. L'apprentissage, c'est quoi? C'est tout processus qui mène un organisme vivant à un changement permanent de capacité et qui n'est pas uniquement posé par une maturation biologique. Donc, on pense par exemple à un enseignant qui suit un dispositif à propos d'un système d'IA qui lui permet de générer des évaluations. Mais peut-être qu'en suivant ce dispositif, quand il commence, sa perception de l'évaluation, c'est juste de donner une note à ses élèves. Ça s'arrête là. Mais peut-être qu'au travers du travail d'échange avec des collègues, du formateur qui lui transmet de l'information, on l'amène peu à peu à intégrer la notion que c'est plus complexe que ça. L'évaluation sert, par exemple, à soutenir la progression des apprentissages de ses élèves. Tout simplement. Donc là, on verrait qu'il y a vraiment un changement permanent de capacité quant à sa représentation de l'évaluation. Donc, pour exprimer ça, il a fait le schéma tout simple ici, sous la forme de triangle. Et au travers de chacune des extrémités, vous remarquerez qu'il y a des éléments essentiels à tout apprentissage. Et lui, l'interrelation avec ces extrémités, c'est ce qu'ils appellent les dimensions d'apprentissage. Et il y en a 3. Et dans tout type d'apprentissage, ces 3 dimensions vont se manifester, mais pas toujours de la même façon. Donc, la première dimension, c'est celle cognitive. Donc, au centre, on a un individu et pour apprendre, il doit nécessairement avoir un contenu. On en parlait tantôt, ça peut être un savoir, ça peut être une compétence, ça peut être une attitude. Ça peut prendre vraiment plusieurs formes, ce contenu-là. Mais il y a un contenu qui doit être appris. Par exemple, le fait d'utiliser un système d'IA. Par la suite, ben, c'est pas juste la cognition qui est présente. Et c'est là une partie qui est intéressante, qui vient d'émerger beaucoup en recherche dans l'apprentissage.
c'est que le côté affectif est aussi très important. Donc, il faut des incitatifs, c'est-à-dire quelque chose qui nous pousse à vouloir apprendre. Souvent, ça va être une émotion forte qu'on va vivre ou encore une motivation. Prenez un enseignant qui veut suivre une formation sur un système d'IA pour l'aider dans son processus d'évaluation. Ça se peut par le passé, il y a vraiment eu des émotions négatives fortes quand il évaluait ses élèves parce qu'il ne sentait pas que ça faisait ce que c'était supposé faire. Ça l'a confronté, ça le pousse à vouloir apprendre et suivre et surtout acquérir le contenu qui est proposé dans le dispositif. Mais c'est pas juste dans la tête de l'enseignant qu'il y a des choses qui se passent, c'est même de l'individu. Il n'y a pas juste un contenu qui est acquis selon des incitatifs, il y a aussi une dimension environnementale. C'est-à-dire que pour apprendre, il y a un contexte dans lequel on se retrouve. Et ça peut être matériel, cet environnement. Pensez par exemple à un enseignant qui va suivre une formation en ligne seul devant son ordinateur ou en contexte avec d'autres personnes autour de lui. Même chose au niveau de l'alimentation environnementale. On peut aussi penser au côté social. Donc, un enseignant qui apprend dans une formation où il ne connaît personne, comparativement à quand il apprend avec d'autres personnes, d'autres collègues de sa propre école, il ne va pas avoir, encore une fois, les mêmes apprentissages qui vont se réaliser. Et là, la partie la plus intéressante de ce cadre-là, c'est que chacune de ces dimensions, vous l'avez peut-être constaté, ça peut parfois être à propos d'un apprentissage vraiment très spécifique, comme certains beaucoup plus larges, comme l'apprentissage même d'une compétence. Et selon c'est quoi l'apprentissage qui va être réalisé, ça va appartenir à un type d'apprentissage et il en a 4 en tout. Et dans chacun des quatre types d'apprentissage, je vais vous montrer comment chacune de ces dimensions se manifeste et pas nécessairement de la même façon. Mais avant, pour bien comprendre ce que ça signifie, je vous présente un concept clé quand même assez important, c'est le schéma de pensée. Le schéma de pensée, souvent utilisé dans le domaine de l'apprentissage, comment on peut le comprendre? Il faut vraiment le voir comme étant une métaphore. Donc, ce n'est pas exactement comment notre cerveau, d'un point de vue neurologique, fonctionne. C'est plutôt une métaphore dans nos apprentissages qu'on réalise, comment on les structure. Par exemple, un enseignant, dès l'âge d'être élève, va se construire un schéma de pensée propre à l'évaluation. Dès les premières fois qu'il va suivre des évaluations, il va se représenter c'est quoi l'évaluation et au travers de toutes ces expériences, va accumuler des connaissances et le schéma de pensée va apparaître. Il y a parfois des apprentissages qu'on va faire, on va intégrer le schéma de pensée va rester tel quel, mais dans certains cas, on n'a pas le choix, on fait tellement des apprentissages confrontants on doit restructurer notre schéma de pensée pour intégrer ce nouvel apprentissage. Donc, on va voir un peu comment ces schèmes de pensée vont se manifester. Donc, le premier, c'est l'apprentissage cumulatif. Donc, cumulatif, ça se passe surtout en début de vie d'une personne parce qu'on apprend tellement de nouvelles choses qu'on doit constamment créer un schéma de pensée. Pensez à un enfant qui apprend le langage, il doit créer un schéma de pensée propre au langage dans le contexte culturel où il est. Plus tard dans la vie, ce schème-là, il va avoir parfois un peu moins d'apprentissage cumulatif, mais dans le cas d'un enseignant qui apprend l'IA, on pourrait penser à un enseignant qui apprend le langage informatique. C'est complètement différent du langage humain. Il n'a pas le choix de créer un nouveau schème de pensée propre au langage informatique. Et comment ça va se manifester? Souvent, ça va être des savoirs qui sont relativement répétitifs, routiniers ou parfois procéduraux. Et les incitatifs qui vont le pousser à vouloir apprendre, souvent, surtout en début de vie, ça va se faire inconsciemment. Ce sont des perturbations, certaines curiosités, mais assez légères. Mais dans certains cas, il faut quand même un intérêt marqué lorsqu'on veut apprendre quelque chose de complètement nouveau, plus en fin de vie. Et pour terminer, au niveau de l'environnement, comment c'est appris dans ce contexte-là? Mais ça va se faire surtout en percevant comment ça s'est fait, en se faisant transmettre directement l'apprentissage, soit en vivant une expérience plus ou moins cadrée, ou finalement en imitant ce que la personne devant lui fait. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, et ça, c'est vraiment le plus commun, c'est celui qui se manifeste tout au long de notre vie, c'est l'assimilatif. Pour ceux qui ont étudié un peu Piaget et le constructivisme, vous remarquerez l'assimilation. C'est tout à fait vrai. Il s'est beaucoup inspiré de ce cadre-là. L'assimilation, comment on peut la représenter? C'est lorsqu'on apprend quelque chose, quand c'est un type d'apprentissage assimilatif, on va assimiler cet apprentissage, c'est-à-dire qu'on va l'intégrer à un schéma de pensée, mais notre schéma de pensée va rester tel quel.
Pensez à un enseignant qui utilise de l'IA pour générer des rétroactions en prenant des photos des travaux de ses élèves. Parce que oui, ça existe, Magic Scoop permet de faire ça. Et il y a des enseignants qui l'utilisent. Donc, on prend une photo du travail de l'élève, ça génère des rétroactions. L'enseignant, il a déjà une représentation de ce que c'est la rétroaction. Il va l'utiliser, ça va peut-être lui permettre d'expliciter sa pensée, mais en tant que tel, sa représentation de la rétroaction va rester relativement la même. Et la plupart du temps, ce type de savoir-là, en fait, ce type d'apprentissage-là, au niveau des contenus, ça va être beaucoup des savoirs ou des compétences propres à un domaine spécifique. Dans le cas des enseignants, ça va être vraiment propre à une compétence professionnelle. On pense ici à la compétence de l'évaluation. Sa compétence reste relativement la même. Il n'y a pas de transposition d'une compétence à l'autre de l'apprentissage en question. Et comme celui qu'on a pu voir avec l'apprentissage cumulatif, ça va être inconscient, des petites perturbations ou une curiosité légère. Et finalement, au niveau de l'environnement, ben, ça va être aussi la même chose. On va soit le faire par le fait de percevoir l'autre, de se faire transmettre directement, de vivre des expériences plus ou moins cadrées ou d'imiter ce que la personne fait. Là, c'est l'élément qui peut peut-être qui peut être un peu intéressant, c'est que dans ces types-là, il y a aussi l'apprentissage accommodant. Donc, on pense à l'accommodation. Et là, c'est le fait que lorsqu'on fait un apprentissage, il est tellement différent de qu'est-ce qu'on vient, de qu'est-ce qu'on sait, comment on se représente les apprentissages par le passé autour de notre chaîne de pensée, qu'il faut le restructurer pour qu'on puisse être capable de l'intégrer par la suite. Donc là, on peut penser au fait qu'un enseignant qui doit développer ses compétences en rédactique, donc le fait d'écrire une requête à un système d'IA, on doit restructurer notre représentation de comment on fait une demande parce que lorsqu'on fait une demande à un humain, une demande à un système d'IA, c'est pas la même chose. Il faut restructurer ces aspects-là. Pensez au fait que l'enseignant, il doit donner plus de contexte que lorsqu'il parle à un être humain et il est sûrement plus direct, pas de formule de politesse ou quoi que ce soit, il lui dit tel qu'il est. Donc, il y a cette restructuration-là qui doit se faire pour bien comprendre comment réaliser une requête. Donc, souvent, ça va être des savoirs ou des compétences qui vont être de type transversal, qui vont pouvoir se faire d'un contexte à l'autre. Et dans une société liquide où il y a de plus en plus de complexité, l'IRIS reconnaît que c'est vraiment un type d'apprentissage qui va être essentiel pour être capable de fonctionner dans un monde où on a plusieurs identités et on a plusieurs réalités auxquelles on est confronté constamment. Souvent aussi, ça va être des réflexions. Et les incitatifs, ça va se faire de façon plus consciente. Parfois, ça peut être des dilemmes éthiques. D'autres fois, ça peut être une perturbation ou même une curiosité quand même assez forte qui va pousser à vouloir faire ce genre d'apprentissage. Et finalement, ben, ça va se faire soit avec des activités, donc le fait d'avoir une personne formatrice ou un équivalent qui va former directement pour faire les apprentissages. Mais parfois, ça peut être aussi participatif, c'est-à-dire on collabore avec d'autres collègues, on échange, on est confronté, on fait les apprentissages. Finalement, au niveau du transformateur, là, vous devez vous demander, OK, le schéma de pensée il a été modifié, mais c'est quoi ça, un apprentissage transformateur? C'est simplement le fait que c'est plus juste le schéma de pensée qui est modifié, c'est l'identité même de la personne. Donc, l'apprentissage transformateur, comment ça peut se manifester avec l'IA? On en parlait tantôt avec les conseillers pédagogiques, les concepteurs pédagogiques. C'est la même chose avec les enseignants. Est-ce que l'usage de l'IA pourrait modifier le rôle de l'enseignant? C'est-à-dire, par exemple, d'avoir une représentation dans son identité que c'est un passeur de la connaissance. Mais avec l'arrivée de l'IA, il transforme ce rôle-là. Il se voit plutôt comme étant un accompagnateur de l'élève dans ses apprentissages. On constate que l'IA permet de pouvoir déléguer cette partie du travail. Est-ce que ça peut se manifester en vrai? C'est un peu ça que je vais chercher à faire pour mon projet. Donc, ça se fait beaucoup par la réflexivité. La différence avec la réflexion, c'est le fait de réfléchir sur sa propre identité même. Et comme pour l'apprentissage accommodant, ça se fait de façon consciente, soit avec un dilemme éthique, une perturbation ou une curiosité. Et encore une fois, ça le fait dans un contexte où il y a une activité avec un formateur ou c'est de la participation avec d'autres personnes, parfois souvent du même domaine. Donc, on revient à mon projet de recherche très succinctement parce que c'est surtout la théorie d'apprentissage que je voulais vous présenter. Pour le but, ben, en lien avec ce but-là que je vous ai présenté tantôt, c'est là que mon cadre va se manifester. D'abord, je vais essayer d'analyser au travers d'entretiens d'explicitation que je vais faire avec des enseignants qui ont subi un dispositif pour utiliser l'IA. Et je vais chercher à voir
D'abord, c'est quoi les dimensions? En fait, analyser l'influence de chacune des dimensions, comment elles se manifestent. Donc, la cognitive, l'affective, l'environnementale sur le processus d'apprentissage. Par la suite, je vais aussi chercher à identifier c'est à quel type d'apprentissage l'enseignant, lorsqu'il utilise l'IA, c'est à quel type d'apprentissage que ça appartient. Là, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, mais si on va aller plus loin, il y a aussi des obstacles d'apprentissage dans la théorie d'Hilleris. Je vais aussi étudier c'est quoi ces objectifs-là qui peuvent inhiber les apprentissages. Et finalement, on va avoir des dispositifs que les enseignants ont suivis. Bien, ça va être de déterminer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints et c'est quoi les facteurs qui ont permis de contribuer à ce que le dispositif fonctionne. L'enseignant il l'a utilisé correctement, le système d'IA, ou il n'y a pas eu d'apprentissage qui ont pu être faits. Donc, méthode, bon, je vais y aller avec une collecte de données, on en a parlé tantôt, mais l'entretien d'explicitation, c'est simplement d'amener le praticien à décrire son action. Donc, je vais l'amener à décrire son action lorsqu'il rédige une requête et lorsqu'il utilise le contenu généré par le système d'IA dans le contexte de son travail. Puis, je vais aussi utiliser pour l'analyse de données les 7 étapes de Colasi, qui est une approche phénoménologique où on est amené peu à peu à décrire l'essence même de l'expérience d'apprentissage de l'enseignant. Et le terrain, comme je vous l'ai dit, ça va être des enseignants qui ont suivi des dispositifs qui ont été offerts par des OBNL pour les former à l'utilisation de l'IA. Ça prend plusieurs formes. Il y a de l'auto-formation, il y a aussi de l'apprentissage, il y a des formations asynchrones, il y a aussi des formations qui se font en présentiel. Puis je vais essayer de viser 30 membres du personnel enseignant au primaire et au secondaire qui ont suivi ce type de formation. Donc, merci beaucoup. Merci, Liliane. Cette formation parfois dans les temps. Oui. Donc, on est reparti pour 5 minutes de questions, Liliane. Oui, Parfait. Non, c'est parfait. Félicitations. merci, présentation. Je trouve ça super intéressant. Moi, je serais intéressée à savoir si le type de personnalité des enseignants va jouer dans les résultats là, de ta recherche. Je pense que ça serait intéressant. Ben, au niveau de l'identité, la personnalité est importante à reconnaître. Donc, moi, je prévoyais peut-être étudier cet aspect-là de la personnalité parce que la personnalité influence l'identité même de l'enseignant. Alors, ça va être définitivement quelque chose que je vais pouvoir prendre. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais ça va être sûrement en termes d'identité, parce que ce n'est pas très développé selon Hilleris. Je vais peut-être revenir à la structure du modèle de l'oignon de Cortagène. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une façon très intéressante de se représenter l'identité sous différentes couches propres à l'enseignant. Ah, ça va être super intéressant. Parce que peut-être aussi que le corps professoral aussi appartient peut-être à plus un type de personnalité qu'à d'autres. J'ai l'impression que la tolérance à l'ambiguïté va avoir beaucoup d'influence, notamment sur ce qu'on va être amené à l'adapter avec fluidité ou à juste être plus dans les obstacles d'apprentissage. Peut-être avoir une vision qui est plus défensive de ce que c'est l'IA. Oui. Ah, super, merci. Ça fait plaisir. Merci pour les questions. Oui? Très intéressant, Liliane. Je trouvais je me demande s'il n'y a pas une sorte de contradiction un petit peu entre la définition de l'apprentissage qui est qui, comme tu disais, ça s'applique à n'importe quoi. Et ensuite, on est vraiment sur l'accent sur la personne, c'est comme l'apprentissage au sein de la personne. Et en fait, au niveau de l'environnement, on a également une forme d'apprentissage. Et un exemple concret, par exemple, ce serait de dire, mettons que toutes nous autres, au CRIFPE, on soumet à l'IA des résumés avec le mot CRIFPE dedans. OK, ben, l'IA va garder une trace de ça, quelque part, une certaine proximité. Donc, le fait d'utiliser ces outils-là va avoir une influence après sur les autres utilisations et sur notre propre utilisation. D'une certaine façon, même simplement la mise à jour d'outils les uns après les autres reflète quelque part l'usage qui en a été fait, puis les expériences. Est-ce que en se restreignant vraiment sur la personne, on passe pas à côté de l'apprentissage qui se fait par l'environnement? Ben, je ne sais pas si ça peut répondre à la question, mais c'est pour ça que je le trouve super intéressant, le modèle d'Hilleris, parce que c'est pas juste la personne dans sa tête. Il y a quand même la dimension environnementale. Puis ce que tu nommes, ça m'amène à réfléchir, parce que c'est encore en construction, ce projet-là,
la dimension environnementale, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on est. Moi, c'est une dimension que je vais explorer. Ça m'amène à réfléchir avec ton commentaire. Est-ce que l'IA pourrait être considérée comme une dimension environnementale avec laquelle on échange et qui amène des changements? Ça revient un peu à la question là, de la zone proximale de développement. Est-ce que c'est avec un humain? Est-ce que quand il y a un IA qui interfère au travers de ces échanges-là, il y a un changement d'apprentissage qui se fait? Ça va être quelque chose à explorer. Mais définitivement, en tout cas, la dimension environnementale, je ne sais pas si c'était suffisant pour être un moyen de ne pas juste mettre l'accent sur l'individu, mais aussi représenter qu'il y a un contexte dans lequel la personne apprend, qui est à considérer et qui va influencer cet apprentissage-là. Merci. Merci. Une dernière question. Oui. Encore bravo pour ta présentation. Moi, je m'interrogeais sur, tu as parlé des types d'apprentissage, et puis je me disais comment tu vas l'exploiter dans l'analyse qualitative que tu vas faire avec les personnes, enseignants, parce que des fois, il y a, par exemple, si on prend la théorie de Piaget, l'assimilation et l'accumulation vont de pair pour permettre une adaptation, et l'apprentissage, c'est cette adaptation-là de l'individu qui fait qu'il apprend. Donc, je me demandais comment tu vas, est-ce que tu as pensé à ça, que dans ton cadre, comment tu l'as transposé méthodologiquement, sachant qu'il y a, parce que tu as comme fait des catégories d'apprentissage, mais c'est pas toujours comme des catégories. Oui. Ben là, je ne veux pas aller trop dans les détails méthodologiques, mais c'est pour ça que je parle des entretiens d'explicitation de Vermeersch, qui, lui, représente qu'il y a différents types de messages qui sont donnés par la personne qui décrit son action. Des fois, elle va décrire son action en tant que telle. Des fois, elle va décrire comment elle est allée chercher de l'information pour poser telle action. Des fois, elle va faire référence à une théorie ou un concept théorique qu'elle a pu voir par le passé pour justifier les actions qu'elle pose. Et là, c'est plate, j'ai pas mon PowerPoint, mais il y a un petit graphique qui représente ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que je vais faire, ça va être de transposer un peu ces différentes dimensions de l'entretien d'explicitation aux dimensions d'apprentissage, parce qu'il y a des associations qui sont possibles à faire pour être capable d'opérationnaliser mon projet de recherche. Mais j'ai déjà fait un entretien test. D'accord. Et l'élément que je trouve intéressant, c'est que l'enseignant avec qui j'ai fait l'entretien, c'est multiple. Ouais, c'est pas juste un seul type d'apprentissage. Il y a des apprentissages qui sont faits, qui sont parfois associés à l'apprentissage transformateur, mais il y en a d'autres qui se font plus dans le type assimilation. Puis, ça, c'est mon constat que j'avais pas réalisé, mais des fois, il n'y a pas d'apprentissage quand ils utilisent le système d'IA. Puis ça, il va falloir que je le rajoute dans mon livre de cas. C'est ma deuxième question que je vais te poser, justement. Ceux qui n'apprennent pas. Oui, ben, il y en a qui apprennent comment nécessairement. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons passer à la dernière présentation de notre session du matin avec Marie Laberge qui va parler de l'accompagnement des stages de pré-emploi à l'ère du numérique. Donc, sans plus tarder, je te passe la parole. Oui, ben bonjour. Alors, moi, dans ma présentation, je vais vous parler du travail, en fait, du travail enseignant. Et je vais vous parler, en fait, moi, j'utilise des approches d'analyse du travail dans le but de transformer le travail, transformer le pouvoir d'agir également des personnes visées. Et puis, dans ce projet-là, qui s'appuie quand même sur 10-15 années de travail d'analyse précédent, on a co-construit des outils numériques. Je dis capacitant, ça réfère beaucoup à la théorie expliquée par Didier ce matin sur la théorie des capabilités. Je ne rentrerai peut-être pas autant dans les détails, vu que ça a été bien expliqué par mon collègue. Donc, peut-être juste avant de démarrer, l'approche méthodologique qui est utilisée dans ce projet-là, c'est une approche d'ergonomie constructive. Alors, l'ergonomie constructive, ça prend appui sur le fait qu'on conçoit les milieux de travail comme des milieux où, oui, il y a un volet qui est très productif, performance, donc construire le soutien de la performance au travail, c'est tout ce qui soutient la création d'une œuvre au travail, la transformation des matériaux, la transformation de ce qu'on construit au travail. Mais il y a une grande dimension du travail aussi qui est développementale. Donc, à travers le travail, on est des sujets apprenants.
Et à travers le travail, on construit une expérience qui, en soi, est porteuse d'apprentissage. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là. Et puis, un environnement capacitant au travail, finalement, c'est un environnement qui permet justement aux personnes et aux organisations de se développer. Et puis, pour les travailleurs, travailleuses, ça permet de réussir leur travail, d'en retirer de la satisfaction, etc. Donc, c'est vraiment le cadre là, que j'utilise dans mes travaux. Hop. Donc, la problématique. Le travail qui m'intéresse, c'est le travail des enseignants superviseurs des stages de pré-emploi au parcours de formation axé sur l'emploi. Le parcours de formation axé sur l'emploi au secondaire s'adresse à des jeunes de 15 à 18, 20 ans qui ont des difficultés d'apprentissage objectivé, donc pour qui l'atteinte d'un secondaire 5 là, dans une relativement courte échéance est peu possible. Donc, on leur offre, dans une perspective de droits humains, la possibilité de développer des compétences d'employabilité pour leur permettre à tout le moins de pouvoir accéder au marché du travail, donc pouvoir travailler, pouvoir s'émanciper au travail. C'est un des déterminants sociaux de la santé au Québec parce que d'une part, ça nous permet de gagner un salaire, mais aussi se réaliser, s'accomplir, développer son potentiel au travail par le travail. Donc, au parcours de formation axé sur l'emploi, on abandonne un peu l'idée de finir un secondaire 5 fort en maths, en français, en anglais, et on développe des compétences en milieu de travail par un système dual ou un système d'apprentissage moitié au travail, moitié à l'école. Donc, il y a des enseignants qui sont dédiés à soutenir l'apprentissage de ces jeunes-là et on prend le pari qu'on peut apprendre des mathématiques, du français ou toutes sortes d'autres compétences au travail, par le travail, et on va, donc pour l'enseignant, ça veut dire changer sa lunette d'apprentissage académique en classe et de concevoir des environnements de travail qui vont être capacitants pour l'élève, qui vont lui permettre de se développer, puis de développer des compétences que peut-être c'est difficile, plus difficile à l'école. Mais pour ça, ça prend des enseignants qui sont capables de concevoir le milieu de travail comme des milieux d'apprentissage, puis qui sont capables aussi de mettre en place des situations fécondes d'apprentissage au travail. Puis ça, ben, c'est pas gagné parce que c'est les mêmes enseignants qui sont à l'école. C'est des enseignants qui ont un bac en enseignement primaire ou qui ont un bac en adaptation scolaire, qui n'ont pas nécessairement toutes les théories puis la façon de concevoir comment on apprend au travail, dans l'action, par l'action. Donc, la problématique de départ, c'est qu'on veut que ces enseignants-là s'occupent ou s'intéressent à la santé et sécurité des élèves en stage. Donc, on veut que la santé et sécurité au travail, finalement, devienne un objet d'apprentissage parce que c'est important, c'est le fun d'aller travailler, mais ce serait le fun de ne pas perdre sa santé au travail. Donc, les enseignants il y a toute une problématique qui montre qu'effectivement, les jeunes travailleurs sont plus à risque de se blesser au travail, par exemple parce qu'ils ont moins de formation, parce qu'ils ont moins d'expérience. Et puis, lesquels jeunes sont plus susceptibles de se blesser? Ceux qui sont les moins scolarisés, qui ont une faible expérience en emploi, qui donc occupent des emplois la plupart du temps manuels. Et c'est éprouvé aussi dans la littérature scientifique que ceux qui éprouvent des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation vont être plus vulnérables également. Fait que pour toutes ces raisons-là, le parcours de formation axé sur l'emploi, c'est un parcours qui est important. Donc, la CNSST au Québec, l'IRSST, qui est le centre de recherche qui s'intéresse à ces questions-là, ont beaucoup investi pour qu'on développe des programmes qui intègrent la santé au travail dès l'adolescence, dès l'école, et là, en particulier pour les élèves du parcours de formation axé sur l'emploi. Donc, comment on arrive à intégrer ça dans son activité en tant qu'enseignant? Rapidement, je ne passerai pas à travers ce schéma-là rapidement, mais c'est deuxième cycle du secondaire, le parcours de formation. Ça touche à peu près 10 000 à 15 000 jeunes par année au Québec. Donc, d'un point de vue légal, pour l'enseignant et l'enseignante superviseur de stage, où doit-elle se situer par rapport à la santé et sécurité au travail? Bien, comme c'est des jeunes qui sont non rémunérés en milieu de stage, le centre de service scolaire est réputé l'employeur. Ce sont des jeunes qui ont les mêmes droits que les autres travailleurs, sauf le droit de retour au travail puisqu'ils n'ont pas de lien d'emploi. Mais en matière de prévention, ils ont les mêmes droits. Donc, il y a au niveau de la prévention, l'employeur qui est réputé l'employeur légal, c'est le centre de service scolaire. Donc, à ce titre, il y a des obligations. Fournir l'équipement de protection, fournir le milieu, s'assurer que le milieu de stage qui reçoit l'élève est sécuritaire. Donc, c'est beaucoup de choses à prendre en considération pour lesquelles l'enseignant qui a un bac en enseignement du secondaire n'a aucune connaissance, aucun savoir de développer à la base. Donc, ça, c'est déjà la prémisse de base. Donc,
Qui sont les élèves du PFAE? Des élèves avec des difficultés d'apprentissage objectivées assez importantes, avec aussi en difficulté d'adaptation. Ils ne sont pas, c'est seulement 20% qui ont un diagnostic clair d'incapacité là, avec handicap, mais tout le reste, c'est des difficultés d'adaptation. Ça peut être immigration récente, un gap de scolarisation entre le pays d'origine ici, pour toutes sortes de raisons, milieux socio-économiques défavorisés, etc. Il y a, fait que c'est très hétérogène. Donc, l'enseignant responsable des stages, lui, son rôle est pivot entre le jeune qui est à l'école et le jeune qui est en stage. Donc, à ce titre, il va soutenir le choix du métier du jeune. Il faut savoir que les jeunes ont le choix parmi 135 métiers spécialisés que le ministère admet dans un répertoire là, qui est publié sur le site. Donc, la démarche de choix du métier doit tenir compte des intérêts, des aspirations, mais aussi des capacités de l'élève. Et puis ça, l'enseignant va arbitrer ça, va amener l'élève à se découvrir ses intérêts. Ensuite, il va collaborer avec les entreprises de son secteur pour mettre en place des conditions d'apprentissage pour l'élève. Il va accompagner les élèves dans leurs apprentissages en milieu de travail. Puis, au besoin, il va faire des interventions urgentes. Puis, pour ce faire, il va aller à toutes les semaines en milieu de stage. Fait qu'il fait la tournée de tous ces milieux de stage. S'il y a 10 élèves dans sa classe, il va faire la tournée des 10 milieux de stage, si possible à chaque semaine. Sinon, aux 2 semaines. Donc, c'est ça qu'il fait. Où se trouve la santé-sécurité là-dedans? Je vais vous dire, franchement, ça passe souvent sous le radar. Mais la grande motivation des enseignants pour l'intégrer, c'est qu'ils ont des peurs. Ils ont peur que leurs élèves se blessent. Ils voient les menaces quand ils vont en milieu de stage. Ils voient les circulations de chariots élévateurs. Ils voient les outils, les équipements pour lesquels les jeunes n'ont aucune formation. Ils ont aussi une grande bienveillance. Ils veulent que leurs élèves ne se blessent pas, soient bichonnés au travail. Et certains aussi ont un désir de conformité, se conformer aux lois. Puis il y a des différences aussi genrées par rapport à comment on perçoit l'importance de la santé et sécurité entre les enseignantes et les enseignants. Et ici, c'est le paradoxe un peu. Le moyen de prévention le plus naturel pour un enseignant, c'est d'aller travailler sur l'élève. Fais attention, mets tes EPI. Donc, la stratégie du changement de comportement. Historiquement, légalement, au Québec, la santé et sécurité au travail, ce n'est pas une attitude et un comportement, c'est un droit. Okay? Puis la façon de le régler, ça appartient plus souvent qu'autrement à la responsabilité à l'entreprise et c'est d'éliminer le risque à la source. Une source de feu, tu enlèves la source de feu. Tu ne dis pas à la personne porte des gants parce qu'il y a du feu. Okay? Donc, le paradoxe ici, c'est que l'enseignant ne peut pas agir là. Parce qu'il est en relation de pouvoir avec l'entreprise. Il veut placer son élève. Il sait que son élève, il a des gros défis. Fait que, please, 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 peux-tu prendre mon élève? Je vais tout faire ce que tu me demandes. Fait qu'il n'ira pas lui dire change ta machine dangereuse à côté. Fait que, dans le fond, il va dire à son jeune, fais attention, mets tes bottes comme il faut, tout ça. Mais c'est connu dans la littérature scientifique que c'est l'approche de prévention la moins efficace. Donc, on est dans un paradoxe. Donc, on a beaucoup travaillé au cours des 15 dernières années à développer le pouvoir d'agir des enseignants à propos de la santé et sécurité, de revoir le rôle. Il y a un rôle de contrôle des risques, mais aussi à favoriser l'apprentissage d'un point de vue développemental à plus long terme, ce qu'on appelle la prévention durable. Il y a des missions éducatives aussi liées à la prévention, donc une prévention durable des lésions professionnelles. Puis, il y a des développement des compétences intégrées. Donc, en faisant le geste, je me protège. Je ne fais pas je respecte une règle, puis après ça, je vais faire mon geste de métier. Je vais intégrer ça ensemble. Et puis, les sites d'action, c'est pas juste l'élève. On peut agir sur l'entreprise sans lui dire de changer sa machine dangereuse, mais on peut s'en faire un allié, on peut développer. Fait qu'on a beaucoup développé cette professionnalisation-là des enseignants au cours des années, à travers différentes formations. Et puis, dans un projet récent, on a on a décidé, en collaboration avec plusieurs partenaires, de développer un modèle de prise en charge de la santé et sécurité au travail adapté aux élèves du PFAE et aux enseignants superviseurs de stage. Et là, on a identifié les différentes composantes de ce modèle-là. Donc, en quoi ça consiste pour l'enseignant? D'une part, surveiller, vérifier, est-ce que
On gère des informations. Est-ce que mon élève est à risque? Fait que j'ai besoin d'avoir des outils pour ça. Décider, prioriser. OK? Fait que quel élève est en danger? C'est lui que je vais aller voir en premier cette semaine, puis il va avoir des actions. On veut superviser tout ce qui est la relation triangulaire de supervision et de prévention en santé entre l'élève, l'enseignant, l'entreprise. Et finalement, on veut proposer des activités d'apprentissage qui vont être fécondes en milieu de stage ou des activités réflexives en classe qui vont utiliser des matériaux tirés des milieux de travail pour pouvoir faire, par exemple, des entretiens d'autoconfrontation. Fait que là, on est plus dans organiser des activités d'apprentissage. Donc, on est parti de ça. Maintenant, on va développer des outils numériques pour soutenir cette activité-là enseignante, mais à partir de l'activité existante. C'est un projet qui s'est déroulé sur 3-4 ans. En 2019, pendant un an, ce qu'on a surtout fait, c'est l'analyse du travail enseignant. Juste aller voir qu'est-ce qu'ils font, quand ils font, pourquoi ils font. Et on a identifié les situations d'action caractéristiques, comme par exemple placer un élève en stage, comme par exemple faire une visite de routine. Une situation d'action caractéristique, finalement, c'est toutes les familles de situations qui ont un but commun et qui peuvent se faire de différentes façons, mais qui se retrouvent dans dans tous les cas là, d'enseignants. Ensuite, on a élaboré des critères de conception qui sont basés sur les situations d'action caractéristiques. On a conçu des outils avec beaucoup d'itérations, des essais, des situations. Fait que ça, c'était comme la conduite du projet. Puis maintenant, on est dans un projet là, où on est en train d'implanter ces solutions-là dans des centres de services scolaires. Donc, les outils numériques qui ont été développés. Cliquez sur le bon bouton. Tu vas mettre en. On va reprendre le diaporama. Faut pas être sur le. Oui, sur la vie, ça marche. Donc, je passe rapidement les outils, là, comme par exemple, on a développé un bloc-notes de suivi des stages, parce que le suivi des stages, là, pour qu'à chaque semaine, chaque enseignant. Fait que dans le fond, on a intégré toute l'activité de suivi qui préexistait. Moi, quand je vais en stage, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Puis on a inséré subtilement la santé et sécurité là-dedans. Comme ça, l'enseignant s'enfarge un peu dedans sans s'en rendre compte. Puis ne se sent pas être obligé de changer complètement sa façon de faire. Ça, c'est complètement intégré aux situations d'action caractéristiques. On a aussi développé une application originale de toute pièce qui s'appelle Mon stage en image, qui vise justement à avoir un dialogue entre l'enseignant et l'élève sur des questions qui sont posées. Il y a certaines questions pré-enregistrées dans l'app, mais l'enseignant peut aussi formuler ces questions. Et puis, ça vise à soutenir, à demander à son élève, va me prendre une photo d'un produit dangereux. Va me prendre, prends-toi en photo en train de faire une tâche que tu trouves difficile physiquement. Fait que l'élève remplit ça dans son application qu'il peut prendre en classe et qu'il peut prendre aussi en milieu de stage. C'est tout déjà pré-négocié dès le contrat de stage. Et après ça, s'ensuit un chat entre l'enseignant et l'élève. Et après ça, on a des retours stages en classe où on va discuter de toutes ces situations-là. Puis plusieurs élèves vont avoir des situations similaires. Et il va y avoir un apprentissage qui va se faire par la discussion, par les échanges, qui ne sont pas dans le jugement du tout. On ne veut pas savoir est-ce que tu trouves que tu as bien agi. On veut savoir qu'est-ce que tu as fait. Explique-moi les motivations qui ont fait que tu as utilisé telle approche plutôt que telle autre. Puis on va confronter chaque élève avec chacun de ces situations. On va les mettre en lien avec les contextes. Ça ressemble un petit peu à ça, là, le visuel. Finalement, on a une autre solution qui est une banque d'informations et de gestion du suivi de stage qui est beaucoup plus robuste, musclée et complexe. Mais dans cette banque de stage-là, en fait, on voulait soutenir tout ce qui est placement des élèves en stage, tout ce qui est évaluation des compétences prescrites par le ministère. Fait que ça, on savait que c'est un gros incitatif parce qu'actuellement, tout le monde fait ça papier-crayon. Ils vont chercher à la pièce les cartes de référence en évaluation au ministère, puis ça change à toutes les 10 minutes, cette affaire-là. Fait qu'ils sont toujours en train de se remettre en. Fait que là, avec notre outil, on s'est dit on va faire un pont automatique pour intégrer les mises à jour du ministère directement dans l'app. Fait à chaque fois, là, on n'est pas obligé de tout refaire la démarche, d'aller chercher c'est-tu la bonne compétence, tout ça. Là, on parle, je dis compétence, là, mais on parle d'un référentiel de compétences. Là, je ne rentrerai pas dans le détail de c'est quoi évaluer une compétence en milieu de stage pour ces enseignants-là. Mais on a beaucoup travaillé ça aussi. Et dans le fond,
L'outil soutient à la fois l'activité d'évaluation, soutient l'activité de placement en stage, soutient le suivi des élèves en stage et quoi d'autre? Évidemment, la prise en charge de la santé et sécurité subtilement est intégrée dans la patente. Ce qui fait que, puis en plus, ça mesure, ça fait en sorte, l'enseignant peut mettre son itinéraire de visite de stage, peut le planifier en début de stage avec des fonctionnalités de priorisation de chaque élève. Et ça te calcule ton kilométrage, ça l'envoie directement au centre de service scolaire, ce qui prenait 2 heures à faire dans leur semaine à chaque fois, tandis que là, l'application le fait direct. On a sauvé plein de temps, puis là, ça va répondre à une préoccupation de Didier, mais l'application sauve plein de temps partout, des tâches qui étaient très chronophages pour ces enseignants-là, pour l'utiliser à quoi? Faire de la prévention en santé et sécurité au travail. C'est pas beau, ça? Donc voilà, rapidement, ici, c'est un peu le volet santé-sécurité. Fait il faut passer à travers Si jamais j'ai placé un jeune, par exemple, dans tel métier, ben, l'application va me dire, fais attention, il y a tel risque dans ce métier-là. Fait je peux cliquer sur la fiche, puis savoir c'est quoi ce risque-là, puis avoir une liste de références pour aller chercher de l'information sur ce risque-là que je peux ensuite communiquer à mon élève. J'ai aussi la possibilité de faire un historique d'accidents et d'incidents qui va rester dans la banque de stage, ce qui fait que les autres années, les autres enseignants vont pouvoir consulter qu'est-ce qui est arrivé ici. Ah, cet élève-là, OK, lui, il y avait des difficultés au niveau de sa flexibilité cognitive, il s'est blessé dans telle circonstance. Si je replace un élève là, je vais faire attention avec tel type d'élève. Donc, ça garde un suivi d'année en année, puis ça permet aux élèves de mieux matcher milieu de stage, capacité, intérêt de l'élève. Et c'est ça. Fait qu'on peut signaler un incident, puis ça reste dans l'application. Ça peut être un accident grave ou un accident léger. Il y a une différence entre les deux. Puis on a intégré aussi tous les risques invisibles de métier pour intégrer la dimension de la division sexuelle des métiers. Les femmes sont beaucoup dans le secteur des services, puis les hommes plus dans l'ouvrier de bois, ouvrier. Fait qu'on a essayé de rendre visibles certains risques qui, d'habitude, sont toujours occultés dans la santé au travail, comme le harcèlement, les clients violents. Puis ça, d'habitude, on n'adresse pas ça en santé et sécurité au travail, mais là, on a fait un effort particulier pour que ce soit visible dans l'outil selon les métiers. Donc, au final, on a opérationnalisé notre modèle d'intégration de la prise en charge du métier à travers différents outils numériques. Puis, ça permet de répondre là, à ce qu'on souhaitait, là, surveiller, vérifier, décider, prioriser, superviser, coordonner, former, intervenir. Et puis, je vais terminer pas avec celle-là, mais avec l'autre. Donc, dans ce projet-là, à la base, notre préoccupation, c'est la santé et sécurité des élèves. Fait qu'on veut soutenir des enseignants, des enseignantes à créer des environnements capacitants pour leurs élèves afin qu'ils ne perdent pas leur santé. Mais dans le fond, dans ce projet-là, ça sur quoi on a travaillé, c'est plus l'environnement capacitant des personnes qui vont accompagner ces élèves-là. Fait qu'on présuppose qu'il y a des facteurs de conversion finalement pour concevoir un environnement capacitant pour l'élève, c'est que l'enseignant lui-même ait un environnement capacitant lui-même pour pouvoir. Fait pour ça, il fallait trouver des façons de faire pour induire une formation à travers des artefacts qui sont nos outils numériques qui a permis de développer des compétences chez l'enseignant et ensuite de pouvoir les transmettre à travers différentes activités pédagogiques. Donc, le potentiel capacitant, là, par exemple, juste sur une des situations d'action caractéristiques, là, la supervision des élèves à chaque stage. Là. Fait qu'est-ce qui fait notre enseignant? Bien, il choisit la meilleure entreprise pour chaque élève, il priorise ses élèves, qui je vais voir en premier, peut intervenir en cas de problème, va gérer toutes sortes d'informations de suivi, va partager des supervisions avec d'autres, va organiser des activités réflexives en classe, va évaluer ses élèves. Puis comment on a ancré la santé et sécurité à travers cette SAC-là, cette situation d'action caractéristique-là, bien, on est allé fournir des outils qui permettent d'identifier les tâches, les dangers et intervenir, questionner divers interlocuteurs sur les risques et les stratégies préventives, varier les journées de visite pour observer plusieurs situations de danger, s'enquérir des incidents-accidents, observer les élèves travailler et noter les risques SST, observer d'autres travailleurs faire les mêmes tâches pour repérer les stratégies protectrices qui sont développées par des travailleurs d'expérience.
faciliter la transmission des savoirs experts en milieu de travail, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs et de travailleuses qui peuvent transmettre leur savoir de prudence en milieu de stage. Mais encore faut-il qu'ils puissent les expliciter, qu'ils puissent en prendre conscience. C'est souvent des automatismes et ce n'est pas des formateurs et des formatrices, ces travailleurs-là. Donc, notre enseignant qui est formé en pédagogie et en didactique peut accompagner ces travailleurs-là à transmettre leur savoir aux jeunes plutôt que eux dire, ben voici comment faire cette tâche-là. Je vais plutôt demander à quelqu'un qui sait comment faire ce travail-là de te l'expliquer, puis je vais mettre en place une situation qui va le favoriser. Fait que finalement, travailler avec l'élève, apprendre soi-même les tâches pour voir ce qui est difficile et qui pourrait être adapté. On a travaillé aussi sur des techniques comme l'instruction au sosie. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu ça, mais en tout cas, c'est que l'enseignant demande à son élève de lui apprendre son métier. Donc, ça permet là, vraiment l'outil de cette note. Voyons. Bon, et voilà, c'est du tout. Potentiel. Mon dessert. Donc, qu'est-ce qui est capacitant finalement pour les travailleuses et les travailleuses d'avoir, les stagiaires, d'avoir travaillé sur la capacitation des enseignants? Bien, ça améliore pour eux aussi les connaissances, les savoirs sur la santé et sécurité au travail. Ça développe des ressources personnalisées en situation. Parce que l'enseignant peut contribuer à ça. Ça lui permet d'exploiter le potentiel réflexif lors des situations d'apprentissage. Ça peut permettre de développer son pouvoir d'agir ou son agentivité en milieu de travail, développer des stratégies protectrices, s'intégrer au collectif de travail, ce qui n'est pas à négliger, puis d'accéder à des savoirs experts de métier. Voilà ce que c'est. Donc, merci. Merci Marie, on avait le temps pour poser nos deux questions par rapport à cette présentation-là. Parler, est-ce que quelque chose? Il y avait peut-être La deuxième question. Parfait, oui. Très intéressant. Je me demandais, est-ce que vous avez une évaluation du bénéfice économique, les heures de travail gagnées, ça a l'air extraordinaire. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir ça, puis de pouvoir montrer ensuite au ministère, regardez combien on économise comme ça? C'est prévu. C'est prévu. Pour l'instant, on est en train d'implanter le système parce que tout ça a été développé en mode prototype. Ce qui fait qu'on ne l'a pas raccroché. Il y a un back-end puis un front-end de toutes ces affaires-là. Fait que là, pour raccrocher ça au système scolaire, il y a une certaine complexité en termes de sécurité, en termes d'authentification, en termes de toute la loi de la protection des renseignements personnels. Fait que là, on a un centre de service scolaire volontaire où on est en train de le faire concrètement. Là. Fait que là, ça va être vraiment intégré au système parce que nous, on a tout fait ça en dummy, là, en fake base de données pour montrer ça, simuler ça, faire des simulations en situation réelle. Mais maintenant, là, quand on va avoir un success story dans un centre de service, mais tu sais, cet outil-là, là, le dernier, là, la banque de stage, la gestion, c'est demandé partout. Là. Si vous saviez combien de conseillères, conseillers pédagogiques développent des différentes ressources pour arriver à ça, puis il n'y a rien d'informatisé, c'est tout des papiers, des Word, puis des... Parce que ça demande beaucoup d'un investissement financier important. C'est ça. Pour l'instant, c'est gratuit parce que c'est payé par la science. Mais éventuellement, moi, je vais me chercher certainement des partenaires parce que Marie-Laberge ne va pas soutenir la province au complet avec un système de... Mais je rencontre le ministère de l'Innovation et de l'Économie la semaine prochaine, dans 2 semaines, pour présenter l'innovation pour voir s'il n'y aurait pas possibilité, justement, en plus de s'en servir pour soutenir la transition vers la vie active. Parce que cet outil-là permet, comme il évalue les compétences, comme il gère un paquet, il pourrait permettre aussi d'intégrer qu'est-ce que ça prend comme adaptation pour un élève. Tu sais, moi, cet élève-là, admettons, il a une rigidité cognitive importante, bien, cet élève-là, dans un milieu de travail, ça va lui prendre telle adaptation. Donc, après ça, pour le ministère de l'Économie, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale pourrait utiliser, si partage de données possible, ces données-là pour mieux accompagner l'insertion à l'emploi. Ça, c'est un petit peu notre plan. Fait que si je vois qui sourit. Tu vois des. Oui, oui, oui. Dernière Oui, question oui. de la longue visite.
Ben, ça ouvre bien complètement ce que le prototype. Donc, les enjeux avec les outils, ben, déjà, il peut y avoir des frais à l'appropriation. Donc, quand les gens réels vont se les approprier, le gain de temps potentiel versus le temps que ça me prend à maîtriser l'outil, son ergonomie qui me convient plus ou moins à moi et c'est raisonnable de penser que vous n'avez pas les moyens des grandes entreprises qui nous font des trucs très ajustés. Oui, mais on avait quand même du UX design. OK, bon. Mais donc, et l'enjeu aussi des mises à jour, des évolutions de financement dans la durée. Donc, j'entends cette rencontre sûrement importante pour la semaine prochaine, mais comment, tu sais, dans les prochaines étapes, entre autres, pour augmenter là, dans la le fait, l'appropriation par les gens de terrain dans cette commission scolaire là, pour votre prototype, vous avez quelle stratégie peut-être C'est sûr que tête? Parce que l'outil semble, je vais dire, théoriquement ou tel que présenté, vraiment, il y a plein de choses super intéressantes. Mais là, vous allez vous confronter au feu. Là. ben, j'ai été confrontée pendant 3 ans parce que l'outil a été développé dans 2 centres de services scolaires avec 10 enseignants qui l'ont vraiment essayé chaque jour dans leur classe. Là. Parce que vous parliez de demi tout à l'heure où je pensais En fait, ce qui n'a pas été fait, c'est avec les équipes TI. Parce que dans les classes, on avait des dispositifs, justement, on avait une ergonome en plus UX design qui a vraiment été très, très présente du début à la fin. On avait, nous, nos informaticiens qui développaient le back-end et le front, le faux back-end et le front-end. Puis chaque élément de ça, il y a un prof qui a dit, moi, je le veux là, cette affaire-là. Ça, j'aimerais ça que tu rajoutes telle fonctionnalité dans ton application. Ça me permettrait de sauver ce temps-là. Ça, je le veux là, je le veux là. Puis il y a quand même une quinzaine d'enseignantes et d'enseignants dans plusieurs écoles, 5, 6 écoles, qui ont été impliqués de A à Z pendant 3 ans. Fait que nous, on a l'impression que quand on va mettre ça dans les mains de d'autres enseignantes et enseignants, ils vont se reconnaître là-dedans. Parce que c'est vraiment quelque chose. Ça fait quand même aussi 15 ans que j'étudie avec une loupe extrêmement le travail des enseignantes et des enseignants. Fait que j'ai pu la façon d'appréhender la santé et sécurité au travail. Je le sais que je ne peux pas dire à un enseignant, va dire à l'employeur que sa machine est dangereuse. Je le sais que ça ne marchera jamais, ça. Ça, c'est dans ma tête à moi que ça peut se passer. Mais dans leur tête à eux, ils cultivent leur relation avec leurs employeurs, ils ne joueront pas à... Fait que ça, l'outil l'intègre totalement. C'est dans cette perspective-là. Et c'est à cause des enseignantes. Là. Moi, j'aurais vu différemment. Donc là, finalement, c'est une dépendance à un financement pérenne pour ouais, que... Là, ça me prend quelqu'un qui dit, il y a la GRIX qui pourrait tout à fait être intéressée à ça. Mais la GRIX n'est pas intéressée à développer ça si c'est Marie Laverge qui l'appelle. Mais si c'est 3, 4 directeurs de centres de services scolaires, ils vont dire oui, on va le faire. Fait que là, c'est ça que je travaille. Et c'est le défi de tous les chercheuses et tous les chercheurs, c'est quand on a développé une belle affaire qui marche et que les gens veulent, après ça, il faut leur redonner, tu sais, pour s'en détacher, puis c'est pas moi qui vais le mettre à jour, puis c'est pas moi qui... Puis ça va peut-être changer de vocation aussi, moi. Le côté santé-sécurité, j'aimerais ça qu'il reste dedans, mais ça se pourrait que ça soit détourné. Voilà. Ben, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. En fait, donc ceci conclut notre première partie de journée, ce qui était porté sur l'éducation et la formation. On a une pause pour le dîner et on se retrouve à 13h.